La salle du conseil s'était tue. Le contrat émirati de 50 millions de dollars ne tenait qu'à un fil alors que l'interprète arabe s'effondrait. La PDG Sophia Morrison, sublime dans son Valentino Bordeaux, ses boucles d'oreilles en diamant étincelantes, regardait impuissante ses partenaires se préparer à partir. Puis une voix claire retentit, « Excusez-moi, je peux traduire. » Tout le monde se tourna vers Emma Williams, 8 ans, debout à côté de son père, David, le technicien informatique. Seul David ne montra aucune surprise. David Williams, 35 ans, travaillait comme technicien informatique chez Market Vision Corporation depuis 3 ans. Après le décès de sa femme Sarah d'un cancer quand Emma avait 5 ans, il éleva sa fille seule dans leur modeste appartement de 2 chambres dans le Queens, bouclant ses fins de mois avec difficulté, mais ne laissant jamais Emma ressentir le poids de leurs difficultés financières. Son salaire couvrait l'essentiel, le loyer, l'épicerie, les services publics, mais il y avait toujours assez d'amour pour combler les manques d'argent. Leur petite maison devint un sanctuaire d'apprentissage et d'affection où David encourageait chaque curiosité et célébrait chaque réussite, aussi petite fût-elle. Emma n'était pas seulement intelligente. Elle possédait une passion extraordinaire pour les langues qui intriguaient tous ceux qui la rencontraient. Alors que les autres enfants de son âge passaient leur soirée à regarder des dessins animés ou à jouer à des jeux vidéo, Emma se recroquevillait dans un coin de leur petit salon, des podcasts arabes résonnant dans ses écouteurs, ses doigts traçant des caractères mandarins sur des fiches ou se perdant complètement dans des romans français qui mettaient au défi des lecteurs 2 fois plus âgés qu'elle. Elle abordait chaque nouvelle langue comme un puzzle à résoudre, trouvant de la joie dans le rythme des mots inconnus et la satisfaction de comprendre les différentes façons dont les gens expriment les mêmes émotions universelles. David ne pouvait expliquer l'origine de ce don remarquable. Ni lui ni Sarah n'avaient été particulièrement doués pour les langues, bien que Sarah ait toujours encouragé la curiosité d'Emma pour le monde au-delà de leur quartier. Peut-être était-ce génétique. Peut-être était-ce simplement l'empathie naturelle d'Emma s'exprimant par la communication. Mais David soutenait la passion de sa fille de tout cœur. Il dépensait de l'argent qu'il n'avait pas vraiment les moyens de se permettre pour des logiciels d'apprentissage des langues, empruntait des livres à la bibliothèque et des langues qu'il ne pouvait même pas identifier, et célébrait chaque petite étape du parcours linguistique d'Emma comme si elle avait conquis des montagnes. Leur soirée ensemble suivait une routine confortable. David rentrait du travail, fatigué d'avoir dépanné des réseaux informatiques et résolu des problèmes techniques créés par d'autres, pour trouver Emma à leur petite table de cuisine. Ses devoirs étalés devant elle en piles bien ordonnées. Mais à côté de ses travaux scolaires réguliers, il y aurait toujours du matériel supplémentaire, des projets d'auto choisis dans la langue qui avaient captivé son intérêt cette semaine-là. Elle pouvait pratiquer la prononciation portugaise en répétant des phrases d'un tutoriel en ligne ou copier soigneusement des phrases allemandes dans un cahier avec la concentration d'un moine médiéval transcrivant des textes sacrés. David se demandait souvent si le don d'Emma était lié au souvenir de sa mère. Sarah avait rêvé de voyager à travers le monde, de découvrir différentes cultures et de rencontrer des gens de tous les coins du globe. Le cancer avait volé ses rêves avant qu'ils ne puissent être réalisés. Mais peut-être les capacités linguistiques d'Emma étaient-elles une façon d'honorer le désir inassouvi de voyager de sa mère, de se connecter au monde plus vaste que Sarah avait toujours voulu explorer. Cette pensée apportait à la fois réconfort et tristesse, un rappel doux amer de l'amour perdu et de l'amour qui continue. Sophia Morrison habitait un univers entièrement différent du modeste appartement de David et Emma dans le Queens. Unique héritière de l'empire du milliardaire Robert Morrison, elle avait été élevée dans un monde où le luxe n'était pas seulement courant, mais attendu, où les vêtements de créateurs remplissaient des dressings plus grands que les chambres de la plupart des gens, où les robes Chanel côtoyaient les sacs Hermès comme des œuvres d'art dans un musée, où les bijoux Tiffany et les montres Rolex ne représentaient pas l'extravagance, mais simplement les accessoires standards de la vie quotidienne. Son penthouse à Manhattan surplombait Central Park depuis le 68e étage, ses fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville qui ne manquait jamais de rappeler aux visiteurs la vaste distance entre son monde et le leur. L'appartement lui-même était un témoignage d'une richesse inimaginable, rempli de tableaux originaux d'artistes dont les noms figuraient dans les manuels d'histoire de l'art, de meubles fabriqués par des designers dont les listes d'attente s'étiraient sur des années, et d'objets rares collectionnés à travers le globe par les générations précédentes de Morrison. Chaque surface parlait d'argent, de goût et de générations de privilèges accumulés. Malgré une beauté naturelle qui faisait tourner les têtes dans la rue et attirait l'attention des photographes lors des galas de charité, malgré l'accès à des opportunités dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver, Sophia portait en elle un cœur tendre, sensible et profondément blessé par les dures réalités de son existence privilégiée. Elle avait appris très tôt que sa richesse faisait d'elle une cible, que les gens se lieraient d'amitié avec elle, la séduiraient et l'épouseraient pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la personne qu'elle était. La confiance était devenue un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Son mariage avec l'homme d'affaires Marcus Reed avait commencé comme un conte de fées. Il était beau, avait réussi par lui-même, charmant à la manière naturelle des gens habitués à obtenir ce qu'ils voulaient. Pendant 2 ans, Sophia crut avoir trouvé quelqu'un qui l'aimait pour elle-même, quelqu'un qui voyait au-delà du nom et de la fortune des Morrison la femme vulnérable qui se cachait en dessous. La vérité, lorsqu'elle apparut enfin à travers des conversations téléphoniques entendues par hasard et des documents financiers découverts, brisa quelque chose de fondamental en elle. Marcus l'avait courtisée méthodiquement, stratégiquement, considérant leur relation comme une fusion d'affaires plutôt que comme un partenariat amoureux. Il avait étudié ses préférences, mémorisé ses fleurs et ses restaurants préférés, appris à imiter les réponses émotionnelles dont elle avait besoin pour se sentir aimée et valorisée. Chaque baiser avait été calculé, chaque geste d'affection exécuté avec la précision d'un acteur suivant un script. La réalisation que même ces moments les plus intimes avaient été fabriqués à des fins lucratives la laissa vide, utilisée et profondément seule d'une manière que l'argent ne pourrait jamais guérir. Depuis cette découverte dévastatrice, Sophia construisit des murs invisibles mais impénétrables autour de son cœur, ne faisant confiance qu'à ce qui pouvait être mesuré en contrats et rapports trimestriels, ne trouvant la sécurité que dans des relations professionnelles où les attentes étaient clairement définies et les émotions soigneusement contrôlées. Elle apprit à naviguer dans le monde des affaires avec la même précision que son père lui avait enseigné.
Mais sous son extérieur poli se cachait une femme qui avait oublié comment espérer, comment faire confiance, comment croire en la possibilité que quelqu'un puisse la valoriser pour des raisons autres que son compte en banque. Une semaine avant la fatidique réunion du conseil d'administration qui allait tout changer, David reçut une mission urgente pour réparer le système réseau du 40e étage où les bureaux des cadres de Market Vision bourdonnaient de la discrète efficacité que des budgets illimités pouvaient acheter. La mission survint pendant une période particulièrement difficile pour leur petite famille. Emma se remettait d'un rhume persistant qu'il avait gardé à la maison pendant plusieurs jours, sans famille à proximité et sans argent pour une babysitter. David fut confronté au choix impossible de laisser sa fille malade seule ou de l'emmener au travail et de risquer son emploi. Emma, sentant le dilemme de son père, promit d'être invisible, de s'asseoir tranquillement avec ses livres et de ne déranger personne pendant qu'il effectuait les réparations nécessaires. Elle prépara un petit sac à dos avec son roman français actuel, des fiches d'apprentissage des langues et un cahier où elle pratiquait l'écriture dans différents alphabets. L'étage des cadres représentait un monde entièrement différent de l'espace de travail habituel de David au sous-sol du bâtiment, au département technique. Ici, la lumière naturelle inondait les immenses fenêtres, des œuvres d'art coûteuses ornaient les murs, et la moquette était suffisamment épaisse pour étouffer complètement les pas. Le contraste avec son bureau encombré au sous-sol, avec son éclairage fluorescent et ses sols en béton, ne pouvait être plus frappant. Emma s'installa dans un coin de l'espace de travail principal, assise en tailleur sur le sol, son livre ouvert sur les genoux, complètement absorbée par l'histoire qui se déroulait sur les pages. Elle avait développé la capacité de se fondre si complètement dans la littérature que le monde autour d'elle semblait s'effacer, ne laissant que les personnages et leurs aventures occuper son attention. Ses lèvres bougeaient silencieusement alors qu'elle travaillait sur des passages difficiles, consultant occasionnellement un petit dictionnaire électronique pour confirmer sa compréhension du vocabulaire inconnu. David travailla méthodiquement pour diagnostiquer et réparer les problèmes de connectivité réseau qui affligeaient les bureaux des cadres depuis plusieurs jours. Le problème se révéla plus complexe que prévu initialement, l'obligeant à tracer des câbles à travers les murs et les faux plafonds, à tester plusieurs points de connexion et à isoler progressivement la source des pannes intermittentes qui perturbaient d'importantes vidéoconférences et transferts de fichiers. Sophia arriva au bureau ce matin-là, vêtue d'une robe Dior blanche impeccable qui mettait en valeur sa silhouette élégante. Ses pieds étaient parfaitement équilibrés sur des talons Saint-Laurent qui ajoutaient plusieurs centimètres à sa taille déjà impressionnante. Ses boucles d'oreilles en perles, un cadeau de sa grand-mère, captaient la lumière du matin alors qu'elle se déplaçait dans l'espace de travail avec la grâce fluide de quelqu'un habitué au commandement et à l'autorité incontestée. Sa routine quotidienne impliquait généralement de passer en revue les rapports de la nuit des marchés internationaux, de se préparer pour les réunions avec les chefs de département et de gérer les innombrables détails qui assuraient le bon fonctionnement de Market Vision Corporation sur plusieurs fuseaux horaires. Elle se faisait un devoir de maintenir une conscience complète de tout ce qui se passait dans son domaine, ce qui rendit la vue d'un enfant inconnu dans son espace de travail exécutif à la fois surprenante et immédiatement préoccupante. La présence d'Emma dans le coin, lisant tranquillement son livre et ne dérangeant personne, déclencha une réaction automatique dans le monde soigneusement ordonné de Sophia. Les environnements professionnels avaient des règles, des limites, des protocoles qui séparaient les opérations commerciales des circonstances personnelles. Selon son expérience, ces distinctions étaient essentielles pour maintenir le type d'efficacité et de concentration qui générait les profits que son père attendait de son investissement dans Market Vision. C'est très inapproprié, dit Sophia. Sa voix portait l'autorité immistakable de quelqu'un peu habitué à ce que son jugement soit remis en question. Amener des enfants sur le lieu de travail démontre un manque fondamental de professionnalisme et de compréhension des limites professionnelles appropriées. David leva les yeux de la boîte de jonction de câbles qu'il testait, son visage rougissant immédiatement d'embarras et d'anxiété. Il avait espéré terminer rapidement et discrètement le travail de réparation sans attirer l'attention sur la présence de sa fille ni créer de complications qui pourraient compromettre son emploi. La désapprobation dans la voix de Sophia confirma ses pires craintes quant au risque qu'il avait pris en amenant Emma au bureau. « Je suis incroyablement désolé, mademoiselle Morrison, répondit David, sa voix serrée par le stress et un véritable remords. Ma fille a été malade pendant plusieurs jours, et je n'avais personne qui pouvait la garder aujourd'hui. Cette situation ne se reproduira plus. Je vous le promets. » La réaction initiale de Sophia fut de maintenir fermement sa position, d'insister sur l'application des règles qui régissaient son environnement professionnel parfaitement contrôlé. Elle avait appris par une expérience douloureuse que faire des exceptions, faire preuve de flexibilité ou permettre aux circonstances personnelles de l'emporter sur les protocoles commerciaux conduisait inévitablement à des complications et à des compromis de normes qui pouvaient échapper à tout contrôle. Mais alors le téléphone d'Emma sonna d'une douce mélodie, et la petite fille répondit dans un espagnol rapide et parfaitement fluide, sa voix chaleureuse et animée alors qu'elle discutait confortablement avec ce qui semblait être une voisine âgée cherchant de l'aide pour des informations importantes. La conversation coulait naturellement, remplie d'une chaleur authentique et d'une préoccupation patiente, car Emma a apparemment aidé l'interlocutrice à comprendre les détails d'un prochain rendez-vous médical, répétant soigneusement les informations importantes et confirmant que tout était clairement compris. Pendant un instant, quelque chose de fondamental se déplaça dans le monde parfaitement contrôlé de Sophia. L'enfant parlait espagnol avec la confiance et la sophistication d'un locuteur natif, affichant une aptitude linguistique qui semblait impossible pour quelqu'un de son âge. Mais sous la surface de la surprise professionnelle, le cœur sensible de Sophia enregistra quelque chose d'encore plus significatif. La gentillesse naturelle dans la voix d'Emma, la patience avec laquelle elle aidait quelqu'un qui avait besoin d'assistance, la générosité spontanée qui semblait émaner d'elle sans aucun calcul ni attente de récompense. David remarqua le scintillement de surprise qui passa dans les yeux bleus de Sophia, le léger adoucissement de sa posture rigide, mais il n'osa pas espérer que ce moment d'émerveillement puisse se traduire par de la compréhension ou du pardon. La collision entre leurs deux mondes si différents avait créé une barrière initiale d'incompréhension et de maladresse sociale, mais elle avait aussi planté une graine inattendue de curiosité qu'aucun d'eux ne comprenait pleinement.
Alors que Sophia s'éloignait de cette rencontre, ses talons claquant rythmiquement sur le sol en marbre, elle se retrouva à penser à la petite fille au don linguistique remarquable, et à se demander quelles autres surprises pouvaient être cachées dans la vie de personnes qu'elle n'avait jamais pris la peine de vraiment voir ou comprendre. Le bref aperçu de la compassion naturelle d'Emma avait touché quelque chose dans le cœur soigneusement gardé de Sophia, créant une petite fissure dans les murs émotionnels qu'elle avait passé des années à construire autour d'elle-même. De retour au moment de crise dans la salle du conseil, Emma s'avança de sa position à côté de son père avec un calme et une assurance qui semblaient impossibles pour quelqu'un de son âge. L'immense table de conférence entourée de fauteuils en cuir valant plus que les voitures de la plupart des gens était devenue le centre d'une confrontation tendue entre Market Vision Corporation et leurs partenaires commerciaux des Émirats Arabes Unis. Alors que 50 millions de dollars étaient en jeu et des réputations des deux côtés, Emma s'adressa aux hommes d'affaires arabes dans un arabe formel impeccable, sa prononciation nette et sa grammaire irréprochable alors qu'elle se présentait avec les formalités culturelles appropriées et demandait respectueusement la permission d'aider au service de traduction devenu si urgemment nécessaire. Sa compréhension du protocole impressionna immédiatement la délégation émiratie, car elle démontrait non seulement une aptitude linguistique, mais un respect sincère pour leurs traditions culturelles et leurs coutumes commerciales. Les hommes d'affaires arabes échangèrent des regards surpris entre eux, clairement émerveillés par ce développement inattendu. Ils avaient parcouru des milliers de kilomètres pour cette négociation cruciale, apportant avec eux l'autorité d'engager des ressources substantielles dans un partenariat avec Market Vision. Mais l'effondrement soudain de leur interprète avait menacé de faire échouer des mois de préparation minutieuse et d'établissement de relations. L'intervention d'Emma leur offrait une bouée de sauvetage, mais plus important encore, elle démontrait le type de sensibilité culturelle et de respect qui formait le fondement des relations commerciales internationales réussies. Elle ne se contenta pas de traduire mécaniquement des mots d'une langue à l'autre. Elle comprit les subtiles nuances, les contextes culturels et les délicates implications qui pouvaient faire la différence entre le succès et l'échec dans les négociations interculturelles. Lorsqu'une clause contractuelle particulièrement complexe menaçait de créer un malentendu et de potentiellement faire échouer l'accord entier, Emma expliqua aux deux parties que certaines phrases portaient des connotations et un poids émotionnel différents dans la culture arabe par rapport à leurs équivalents anglais. Elle les aida à trouver un langage alternatif qui préservait les termes commerciaux essentiels tout en respectant les sensibilités culturelles cruciales pour maintenir la dignité et le confort de tous les participants. Sophia resta immobile dans sa robe Valentino Bordeaux, ses boucles d'oreilles en diamant Harry Winston reflétant l'éclairage sophistiqué de la salle de conférence alors qu'elle regardait cette scène extraordinaire se dérouler sous ses yeux. Son cœur battait la chamade avec un mélange complexe d'émotions qu'elle ne put identifier ni traiter immédiatement, l'émerveillement devant les capacités remarquables d'Emma, un profond soulagement que le contrat commercial crucial puisse être sauvé du désastre, et quelque chose de plus profond, de plus personnel, qui touchait les endroits vulnérables de son cœur qu'elle avait tant essayé de protéger. La petite fille naviguait les eaux dangereuses des négociations commerciales internationales avec une sagesse et une habileté diplomatique qui semblaient venir de bien au-delà de son âge chronologique. Elle équilibrait les intérêts concurrents et les attentes culturelles avec la grâce d'une diplomate chevronnée, trouvant des solutions qui satisfaisaient les deux parties tout en maintenant le respect et la dignité essentiels au partenariat interculturel réussi. Alors que les derniers détails du contrat étaient résolus et que les signatures cérémonielles étaient échangées avec la formalité appropriée, Sophia se retrouva à étudier attentivement le visage d'Emma, cherchant des signes de calcul, d'ambition ou de conscience du pouvoir énorme qu'elle venait d'exercer en sauvant cette relation commerciale cruciale. Au lieu de cela, elle ne vit qu'un véritable plaisir à aider les autres à communiquer efficacement, une joie pure et simple d'utiliser ses dons remarquables pour résoudre des problèmes et rapprocher les gens par-delà les fossés culturels et linguistiques. Le contrat de 50 millions de dollars fut sécurisé, assurant l'expansion de Market Vision sur les marchés du Moyen-Orient et protégeant des centaines d'emplois qui dépendaient de la croissance et du succès continu de l'entreprise. Mais Sophia réalisa que quelque chose de bien plus précieux avait été révélé dans cette salle de conférence, un aperçu d'innocence, de bonté et de générosité authentique qu'elle avait presque oublié qu'elle pouvait exister dans un monde qui lui avait appris à s'attendre à la tromperie et à l'intérêt personnel de la part de tous ceux qui l'entouraient. La conclusion réussie de la réunion d'urgence laissa la salle du conseil d'administration de Market Vision bourdonnante de conversations animées et d'une énergie nerveuse, mais les réactions au sein de l'équipe de direction étaient loin d'être uniformément positives ou encourageantes. Alors que certains membres du conseil d'administration louaient l'intervention remarquable d'Emma et exprimaient une véritable admiration pour ses capacités linguistiques, d'autres chuchotaient des soupçons et des doutes qui jetaient des ombres sur ce qui aurait dû être un moment de célébration et de soulagement. Comment une petite fille de 8 ans pouvait-elle comprendre la terminologie complexe des contrats commerciaux internationaux, les implications juridiques de clauses spécifiques, ou les nuances culturelles qui pouvaient faire ou défaire des relations avec des partenaires? Était-ce une sorte de mise en scène élaborée, soigneusement orchestrée par son père pour gagner la faveur de la direction de l'entreprise et faire avancer ses propres perspectives de carrière au sein de l'organisation? Les questions se multiplièrent dans les conversations chuchotées à travers les étages exécutifs alors que des collègues qui n'avaient jamais prêté attention à David Williams commençaient soudainement à spéculer sur ses motivations, son passé et sa relation avec sa fille remarquablement douée. Certains suggérèrent que toute la situation était trop pratique, trop parfaitement chronométrée pour être autre chose qu'un coup calculé conçu pour manipuler la direction de l'entreprise afin qu'elle le perçoive plus favorablement. Sophia se retira dans son bureau d'angle, son sanctuaire avec sa vue panoramique époustouflante sur Central Park et sa collection d'art coûteux soigneusement sélectionnée qui représentait à la fois son goût raffiné et sa richesse substantielle. Elle posa son sac Hermès Birkin à côté de son bureau ancien en acajou, une pièce ayant appartenu à son arrière-grand-mère, et portant avec elle le poids de l'histoire et de la tradition familiale. Inconsciemment, elle toucha son bracelet Cartier, une habitude nerveuse qu'elle avait développée pendant les périodes d'incertitude et de troubles émotionnels, comme si le poids familier du métal précieux pouvait l'ancrer à la réalité lorsque ses sentiments menaçaient de submerger son calme soigneusement maintenu. Le bracelet avait été un cadeau de son père pour son 21e anniversaire, un symbole de son entrée dans les responsabilités adultes et du début de son implication formelle dans l'empire familial.
Son cœur sensible voulait désespérément croire en l'authenticité de ce qu'elle avait vu dans la salle de conférence, accepter l'intervention d'Emma comme une pure expression de bonté et de générosité dans un monde qui lui avait appris à s'attendre à des arrière-pensées de la part de tous ceux qui entraient dans sa vie. Mais son esprit rationnel, marqué par des années de trahison et de manipulation, soulevait des drapeaux d'avertissement quant à la possibilité de tromperie et de calcul sous la surface d'une apparente innocence. Le conflit interne entre l'espoir et la suspicion créa une dissonance cognitive qui la laissa émotionnellement épuisée et profondément perturbée. Elle pensa à son appartement terrasse rempli de vêtements de créateurs valant plus que les salaires annuels de la plupart des gens et d'objets précieux qui représentaient la sécurité et le statut, et se demanda quand les possessions matérielles étaient devenues sa principale source de réconfort et de confiance. Pendant ce temps, David travaillait à son bureau au sous-sol, vivement conscient du courant sous-jacent de scepticisme et de spéculation ondulant à travers les réseaux sociaux de l'entreprise. Il remarqua les regards méfiants de collègues qu'il avait auparavant traités comme invisibles, les conversations chuchotées qui s'arrêtaient brusquement lorsqu'il entrait dans une pièce, et le changement subtil mais immistakable dans le comportement des gens autour de lui en sa présence. Ses instincts paternels protecteurs se mirent immédiatement en marche. Il avait passé des années à protéger Emma d'un monde qui pourrait ne pas comprendre ou apprécier ses dons uniques, créant un environnement où elle pouvait explorer sa passion pour les langues sans se sentir comme une curiosité ou une étrangeté. L'idée que la politique d'entreprise puisse transformer sa fille bien-aimée en un outil d'avancement ou en un sujet de commérage le remplit d'une détermination féroce à protéger son innocence à tout prix. Emma, avec la sensibilité intuitive qui accompagne souvent une intelligence exceptionnelle et une maturité émotionnelle, ressentit le changement d'atmosphère autour d'elle comme un changement de pression barométrique avant une tempête. Elle commença à se demander si son désir spontané d'aider dans la salle de conférence avait d'une manière ou d'une autre causé des problèmes à son père, si son intervention avait été appropriée ou bienvenue, et si elle aurait dû rester silencieuse au lieu d'offrir son aide. Quelques jours plus tard, une courte vidéo montrant la séance de traduction impromptue d'Emma commença à circuler en ligne après qu'une employée du marketing curieuse, enthousiasmée par ce qu'elle avait vu, l'ait enregistrée et partagée avec une légende décrivant le génie de 8 ans qui a sauvé un contrat de plusieurs millions de dollars. La vidéo se propagea rapidement sur les réseaux professionnels, accumulant des millions de vues et des milliers de partages dans les premières 24 heures de sa publication. La nature virale du contenu attira l'attention des médias à travers le pays, des journalistes appelant le département des relations publiques de Market Vision pour demander des interviews et des informations générales sur l'enfant remarquable qui avait captivé l'imagination d'Internet. Des producteurs d'émissions de télévision exprimèrent leur intérêt à inviter Emma comme invitée, offrant des honoraires de comparution substantiels et promettant une exposition nationale qui pourrait la propulser au rang de célébrité presque du jour au lendemain. Les commentaires allaient de l'admiration sincère pour les capacités d'Emma à des spéculations sceptiques sur l'authenticité de la situation, certains utilisateurs se demandant si l'ensemble du scénario avait été mis en scène à des fins publicitaires. D'autres firent des observations inappropriées sur la vie personnelle d'Emma, les circonstances économiques de sa famille et les motivations de son père à la laisser participer à un environnement commercial aussi risqué. David découvrit la vidéo tard un soir en consultant ses emails personnels, et sa réaction fut immédiate, viscérale et excessivement protectrice. Il ressentit une poussée de colère comme il n'en avait jamais ressenti depuis les jours sombres suivant la mort de sa femme, lorsqu'il avait lutté pour comprendre pourquoi quelqu'un d'aussi bon et gentil leur avait été enlevé alors que d'autres, qui semblaient moins méritants, continuaient à prospérer. La vie privée de sa fille avait été violée sans permission ni considération. Son innocence exploitée à des fins de divertissement et de consommation publique, et leur vie de famille tranquille soudainement projetée sous les feux de la rampe non désirée qui menaçait de détruire l'équilibre délicat qu'il avait tant travaillé à maintenir. Les commentaires, dont beaucoup spéculaient de manière inappropriée sur les capacités d'Emma et les circonstances personnelles de leur famille, le rendirent malade de rage et de fureur protectrice. Tôt le lendemain matin, David demanda une réunion d'urgence avec Sophia dans son bureau exécutif, un espace qu'il n'avait jamais foulé auparavant et qu'il n'avait jamais espéré voir. L'environnement opulent submergeait ses sens, entouré, comme il l'était, de tableaux originaux valant plus que son salaire annuel, de meubles anciens dignes de musée, et de fenêtres du sol au plafond offrant une vue imprenable sur la ville qui lui rappelait puissamment la vaste distance entre leurs positions sociales. Mais son attention resta entièrement et intensément tournée vers la protection de sa fille contre toute exploitation supplémentaire et la prévention de tout dommage additionnel à la vie privée et à la sécurité de leur famille. Il avait passé la nuit sans sommeil à planifier ce qu'il dirait, comment il ferait comprendre à Sophia la gravité de la situation, et le besoin urgent d'une action immédiate pour protéger Emma d'une exposition continue. Il faut que ça s'arrête immédiatement, dit David, sa voix serrée par une émotion à peine contenue et un désespoir parental. Ma fille n'est pas un numéro de cirque ou un outil marketing au profit de votre entreprise. C'est une petite fille qui a essayé d'aider les gens à communiquer, et maintenant elle est traitée comme une sorte d'attraction de foire aux monstres ou une sensation internet. Sophia, vêtue d'un élégant blazer Chanel qui mettait en valeur son style sophistiqué et portant le collier de perles de sa grand-mère, un héritage familial qui la reliait à des générations de femmes Morrison, sentit son cœur se serrer douloureusement, car elle reconnut la véritable angoisse et l'amour protecteur dans la voix et l'expression faciale de David. Elle comprit immédiatement et complètement qu'elle portait une responsabilité significative pour ce qui était arrivé à Emma et à leur famille. En tant que PDG de Market Vision Corporation, elle aurait dû anticiper cette possibilité et établir des directives claires et applicables concernant la vie privée, la confidentialité et la protection des individus impliqués dans les affaires de l'entreprise dans des circonstances inhabituelles. Son échec à protéger Emma de l'exploitation lui semblait une profonde trahison de la confiance qui lui avait été accordée, bien qu'involontairement, lorsque la petite fille s'était avancée pour aider à résoudre leur crise. Le poids de sa négligence et de son manque de prévoyance pressa sur ses épaules comme un fardeau physique qui menaçait d'écraser complètement son esprit. J'assume l'entière et complète responsabilité de cette situation, répondit Sophia, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, empreinte d'émotion et d'un véritable remords. J'aurais dû la protéger immédiatement, j'aurais dû prévoir cette possibilité et prendre des mesures pour l'empêcher de se produire.
La colère de David était entièrement justifiée et tout à fait compréhensible, mais elle entailla profondément le cœur déjà blessé de Sofia, lui rappelant toutes les fois précédentes où elle avait été déçue par des gens qui prétendaient se soucier de son bien-être et de son bonheur. La conversation se termina par l'insistance ferme de David à ce que sa fille soit laissée entièrement tranquille, qu'aucune autre tentative ne soit faite pour l'impliquer dans les activités de l'entreprise, les opportunités publicitaires ou toute autre situation qui pourrait l'exposer à un examen ou une exploitation supplémentaire. Alors qu'il quittait son bureau, refermant la porte derrière lui avec une fureur à peine contenue, Sofia resta seule avec le poids écrasant de son échec et la douloureuse reconnaissance qu'elle avait endommagé quelque chose de précieux et d'irremplaçable par sa négligence et son manque d'instinct protecteur. Le silence dans son bureau semblait oppressant, rempli de regrets et d'occasions manquées de connexion et de compréhension. 3 jours après leur réunion conflictuelle, Sofia revenait d'un important déjeuner d'affaires dans un restaurant étoilé Michelin exclusif où elle était élégamment vêtue de sa robe midi Prada et portait un sac à main Bottega Veneta qui coûtait plus que les salaires mensuels de nombreuses personnes. Le déjeuner avait été un succès d'un point de vue commercial, assurant un autre partenariat lucratif qui ajouterait des millions aux revenus annuels de Market Vision. Mais elle se sentait émotionnellement vide malgré ses réalisations professionnelles. Alors qu'elle entrait dans le hall en marbre de l'immeuble, se préparant à retourner à son bureau et au flot incessant de réunions et de décisions qui remplissaient ses journées, elle rencontra une scène inattendue qui l'arrêta net et changea complètement sa perspective. Emma était assise en tailleur sur le sol en marbre poli à côté d'un vieil homme mexicain, l'aidant patiemment à remplir une demande d'emploi en espagnol avec le genre d'attention minutieuse et de véritables préoccupations qui devenaient de plus en plus rares dans leur monde trépidant. La petite fille expliquait chaque section du formulaire complexe lentement et clairement, s'assurant que l'homme comprenait chaque question avant de l'aider à formuler des réponses appropriées qui présenteraient ses qualifications et son expérience sous le jour le plus favorable possible. Sa voix ne portait aucune de l'impatience ou de la condescendance que les adultes affichaient souvent lorsqu'ils aidaient les gens qui luttaient avec les barrières linguistiques ou la paperasse bureaucratique. Sofia s'arrêta derrière une colonne de marbre, observant cette interaction avec un émerveillement croissant et quelque chose s'approchant de l'admiration. Emma ne jouait pas un rôle pour un public ou ne cherchait pas de reconnaissance pour son aide. Elle était simplement d'une gentillesse authentique envers quelqu'un qui avait besoin d'aide, investissant son temps et son énergie à aider un étranger à naviguer dans un système qui devait lui sembler incroyablement complexe et intimidant. Il n'y avait aucune caméra enregistrant ses actions compatissantes, aucun adulte à proximité pour louer ses efforts ou récompenser sa générosité, aucune motivation externe ou avantage n'attendait à la fin de son assistance. C'était de la pure compassion en action, le genre de générosité désintéressée que Sofia avait presque oublié qu'elle existait dans un monde qui lui avait appris à s'attendre à des arrière-pensées et à une gentillesse calculée de la part de tous ceux qui l'entouraient. Debout là, dans sa robe de créateur coûteuse, entourée des marbres et des dorures qui représentaient la richesse et le privilège, Sofia ressentit un vide profond l'envahir comme une vague froide. Elle réalisa avec une clarté saisissante que les dons linguistiques remarquables d'Emma n'étaient pas le résultat d'ambition, de calcul ou de tout désir d'avancement personnel. Ils découlaient naturellement d'un désir sincère de se connecter et d'aider d'autres personnes qui luttaient pour communiquer ou comprendre leurs circonstances. Des larmes commencèrent à couler sur le maquillage soigneusement appliqué de Sofia alors qu'elle comprenait à quel point elle avait complètement et fondamentalement mal jugé la situation, la famille et les motivations derrière l'intervention d'Emma dans la crise du conseil d'administration. Elle avait regardé Emma à travers la lentille déformante de la stratégie d'entreprise et de l'avancement personnel, projetant ses propres expériences de trahison et de manipulation sur une famille qui opérait selon des valeurs et des principes entièrement différents. Pour la première fois depuis des années, Sofia sentit les murs soigneusement construits autour de son cœur commencer à se fissurer et à s'effondrer, lui permettant de se souvenir de ce que cela faisait d'être ému par la simple bonté humaine, de témoigner d'actes de gentillesse qui ne demandaient rien en retour, de croire que les gens pouvaient se soucier les uns des autres sans attendre de compensation ou de reconnaissance pour leur compassion. Le lendemain, Sofia prit une décision qui surprit tous ceux qui la connaissaient, y compris elle-même. Au lieu de gérer la situation par les canaux corporatifs formels, d'envoyer des emails soigneusement rédigés ou de convoquer des réunions officielles avec des ordres du jour prédéfinis, elle choisit d'approcher David et Emma de la manière la plus humble et personnelle possible. Elle se rendit dans son dressing, passant devant des portants de robes de créateurs et des étagères d'accessoires coûteux, et sélectionna les vêtements les plus simples qu'elle possédait, une simple chemise en coton blanc et un jean bleu basique qu'elle avait acheté des années auparavant mais rarement porté. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle laissa délibérément tous ses bijoux à la maison, retirant ses bagues, bracelets et boucles d'oreilles, ne gardant que la montre Patek Philippe de son père comme unique rappel de son milieu privilégié. La transformation fut à la fois libératrice et terrifiante. Sans son armure habituelle de vêtements coûteux et d'accessoires précieux, elle se sentait vulnérable et exposée, mais aussi plus authentique qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle se rendit au département technique du sous-sol, une partie du bâtiment qu'elle n'avait jamais visité auparavant, portant avec elle 2 simples sandwichs d'une charcuterie voisine et une bouteille de jus de fruits frais pour Emma. L'espace de travail du sous-sol contrastait fortement avec sa suite exécutive, avec son éclairage fluorescent, ses sols en béton et ses meubles utilitaires qui privilégiaient la fonction à l'esthétique. L'environnement était propre et bien organisé, mais il existait clairement dans un univers économique différent des bureaux luxueux des étages supérieurs où elle passait ses journées de travail. Elle trouva David pendant sa pause déjeuner, assis seul dans la petite salle de pause des employés avec ses distributeurs automatiques, son four à micro-ondes et sa collection de chaises dépareillées qui avaient été jetées lors de diverses rénovations de bureaux au fil des ans. Le contraste avec la salle à manger des cadres où elle prenait habituellement ses repas, avec ses lustres en cristal et sa cuisine traiteur, ne pouvait être plus marqué. Je pense que nous devons parler, dit simplement Sofia, s'installant en face de David sur l'une des chaises en plastique inconfortables sans tenter de maintenir son air habituel d'autorité exécutive ou de supériorité sociale. Son apparence entière avait complètement changé. La PDG intimidante en vêtements de créateur avait disparu, remplacée par une femme qui semblait vulnérable, authentique et étonnamment abordable. David fut abasourdi par ce développement inattendu.
Il s'attendait à un contrôle des dommages de l'entreprise, peut-être à une discussion juridique sur les accords de non-divulgation et les politiques de confidentialité, ou même à un licenciement pour son rôle dans l'incident de la vidéo virale, mais il n'avait certainement pas anticipé ce geste humble et personnel de la part de quelqu'un qui habitait une strate sociale si différente de son existence de classe ouvrière. Sofia expliqua qu'elle avait déjà pris des mesures décisives pour faire retirer la vidéo de toutes les plateformes où elle était apparue, travaillant avec l'équipe juridique et les spécialistes des relations publiques de l'entreprise pour minimiser la diffusion ultérieure et protéger la vie privée d'Emma. Elle avait également mis en œuvre de nouvelles politiques strictes concernant la confidentialité des employés et la protection des individus impliqués dans les affaires de l'entreprise dans des circonstances inhabituelles. Mais plus important encore, elle voulait faire amende honorable de manière significative qui honorait la nature compatissante d'Emma tout en lui offrant un exutoire sûr et approprié pour ses remarquables capacités linguistiques et son désir évident d'aider les personnes qui luttaient avec les barrières de communication. J'aimerais inviter Emma à participer à un programme de bénévolat que nous lançons, poursuivit Sofia, sa voix ne portant aucune de son autorité corporative habituelle et tremblant légèrement d'une sincérité nerveuse. Enseigner l'anglais à des familles immigrées qui essaient de construire de nouvelles vies ici, les aidant à relever les défis de l'adaptation à une culture et un système linguistique différent, non pas en tant que représentante de l'entreprise ou opportunité publicitaire, mais comme quelqu'un qui souhaite sincèrement utiliser ses dons pour aider les autres à réussir. La proposition fut soigneusement élaborée pour respecter l'âge d'Emma et les préoccupations parentales de David tout en créant un environnement où ses capacités pouvaient s'épanouir sans exploitation ni exposition inappropriée. Le programme de bénévolat serait petit, privé et entièrement axé sur le service plutôt que sur la reconnaissance ou l'avancement. La sincérité dans la voix tremblante de Sofia, l'humilité dans sa posture alors qu'elle était assise inconfortablement sur la chaise en plastique bon marché dans la pièce austère du sous-sol, et l'effort évident qu'elle avait fait pour les approcher comme des égaux plutôt que des subordonnés, commencèrent à adoucir la colère protectrice et la suspicion défensive de David. Il pouvait voir que ce n'était pas un coup commercial calculé ou une tentative de manipuler la situation à des fins corporatives, mais un véritable effort pour honorer l'esprit compatissant de sa fille tout en faisant amende honorable pour les erreurs passées. Emma, qui avait écouté tranquillement de son coin, où elle était assise avec ses derniers matériels d'apprentissage des langues, leva les yeux de ses livres avec des yeux vifs et intéressés qui pétillaient d'enthousiasme et d'espoir. « J'aimerais vraiment enseigner aux gens, dit-elle doucement. Et dans ces mots simples, David entendit l'écho indubitable de l'esprit généreux de sa défunte épouse et sa conviction de l'importance d'aider les autres chaque fois que possible. Le programme de bénévolat commença discrètement et progressivement, Emma servant de jeune assistante enseignante dans des cours d'anglais conçus spécifiquement pour les familles immigrées qui luttaient pour s'adapter à leur nouvelle vie en Amérique. Plutôt que de se positionner en tant que PDG supervisant une initiative d'entreprise ou un projet caritatif, Sofia participa en tant que véritable bénévole, échangeant sa tenue d'affaires coûteuse contre des vêtements décontractés et confortables, et ne gardant que la montre de son père comme un subtil rappel de son milieu et de son histoire familiale. Emma aborda chaque séance d'enseignement comme une aventure, trouvant des moyens créatifs de rendre l'apprentissage des langues agréable et accessible aux étudiants de tous âges. Son enthousiasme était contagieux, rappelant à David et à Sofia le simple plaisir de mettre leurs capacités au service des autres, la satisfaction de construire des liens authentiques par-delà les frontières culturelles et linguistiques. D'autres employés commencèrent à se joindre au programme volontairement, créant une communauté grandissante de personnes désireuses d'apporter une contribution significative au-delà de leurs responsabilités professionnelles habituelles. 6 mois plus tard, un paisible dimanche soir de début de printemps, Sofia fut accueillie dans le petit appartement de David et Emma dans le Queens pour le dîner, une invitation qui représentait une étape qu'aucun d'eux n'avait explicitement reconnue, mais que tous deux comprenaient profondément. Elle arriva vêtue d'une simple robe en coton, portant seulement une modeste bouteille de vin et une boîte de pâtisserie française pour Emma, ayant délibérément laissé derrière elle tous les accessoires de créateurs qui avaient autrefois défini son image publique. L'appartement rayonnait une chaleur et une authenticité qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Les livres de langue d'Emma remplissaient des étagères improvisées. Ses œuvres d'art décoraient le réfrigérateur, et les photographies de famille montraient l'histoire d'amour et de perte qui avaient façonné leur parcours. Tous les trois s'assirent autour de la petite table de cuisine, Emma travaillant sur son vocabulaire espagnol entre son père et Sofia, demandant occasionnellement l'avis des deux adultes sur la prononciation ou le contexte culturel. Elles riaient ensemble alors qu'Emma tentait d'apprendre quelques mots d'arabe à Sofia, corrigeant patiemment sa prononciation et célébrant ses progrès avec enthousiasme. Ils discutèrent de leurs rêves et de leurs peurs avec une ouverture que Sofia avait oublié être possible, partageant des histoires de leur passé et des espoirs pour leur avenir sans crainte de jugement ou de trahison. Sofia réalisa qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait sans le savoir, non pas le succès professionnel ou la reconnaissance sociale, mais la simple joie d'appartenir à une famille qui valorisait l'amour sur le luxe, l'authenticité sur les apparences, et la connexion authentique sur les réalisations matérielles. David sentit son cœur s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis la mort de sa femme. Non pas à cause de la solitude, mais à cause d'une affection sincère et de la reconnaissance qu'il avait trouvé quelqu'un qui pouvait aimer à la fois lui et Emma sans réserve. Emma, avec la compréhension intuitive que les enfants possèdent souvent, reconnut qu'elle avait gagné une figure maternelle qui l'aimerait et la soutiendrait inconditionnellement. Alors que la lumière des bougies vacillait sur leur visage et que la conversation agréable continuait autour de la modeste table du dîner, l'histoire trouva sa paisible conclusion. 3 personnes qui avaient été incomplètes de différentes manières avaient trouvé leur chemin vers la plénitude ensemble, créant une famille bâtie sur l'amour authentique, le respect mutuel et un engagement partagé à prendre soin les uns des autres, quels que soient les défis et les joies que l'avenir pourrait apporter.